Bienvenue à Planète Terre, à cette première émission de l'hiver 2011. J'espère que les réjouissances du temps des fêtes vous ont permis de recharger vos batteries. En tout cas, c'est le cas chez nous. Nous avons plusieurs choses à vous montrer, à vous expliquer, plusieurs entrevues intéressantes à venir au cours des prochaines semaines. D'abord, nous allons revenir sur les questions d'environnement. Comme vous le savez, à Cancun en décembre, les pays participants ont décidé de façon un peu surprenante de signer un document conjoint. Et la Chine, entre autres, a accepté de soumettre ses progrès en matière de contrôle des gaz à effet de serre à une inspection internationale. Alors, c'est un changement important, positif. Deux invités cette semaine, la sinologue Stéphanie Balme et l'historien également sinologue David Hounby, vont nous tracer un portrait de l'action de la Chine en matière d'environnement au-delà des clichés. Et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense généralement. Par la suite, nous allons faire des recensions. Karim Beniaklev a lu pour nous le livre « Le dernier mort de Mitterrand ». Et quant à moi, je vais vous parler de « La face cachée des banques » d'Éric Laurent et d'un livre de l'économiste américain Nouriel Roubini. Mais tout de suite, l'environnement en Chine. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, et cette semaine, nous allons parler de développement durable en Chine. Est-ce que ces deux termes, Chine et développement durable, sont antinomiques ou non? Et pour en discuter, deux invités, Stéphanie Balme. Merci d'être là, Stéphanie. Stéphanie, vous êtes chercheur à Sciences Po Paris, vous êtes détachée à Pékin, vous travaillez là sur un projet de droit et justice. Votre dernier ouvrage paru est Building Constitutionalism in China, donc construire le constitutionnalisme en Chine, aux éditions Macmillan. Et Claude Comtois, merci d'être là, Claude. Claude, vous êtes géographe, professeur à l'Université de Montréal, vous travaillez beaucoup sur le transport maritime et l'environnement. Et votre dernier ouvrage paru, The Geography of Transport Systems, la géographie des systèmes de transport, aux éditions Routledge. Alors, je vais commencer avec une question ouverte. On sait que la Chine est maintenant le moteur économique de la planète. Ses objectifs de croissance sont toujours aussi enviables, 8-9% par an. Des dizaines et des centaines de millions de Chinois sortent de la pauvreté. Est-ce que cela est compatible avec un objectif de développement durable, c'est-à-dire de réduction de sa pollution, de ses émissions de gaz à effet de serre et autrement? Stéphanie Balme. En fait, il y a un peu de temps, c'est-à-dire que la sortie de la pauvreté la grande masse de la population chinoise qui devait sortir de la pauvreté, ça c'est un processus qui s'est réalisé ces 10 dernières années. Là, il reste encore une poche, sans doute évaluée à entre 20 et 40 millions de gens qui sont encore dans l'extrême pauvreté. Donc là, en fait, le défi du gouvernement chinois, c'est plus celui d'allier développement durable et sortie de la pauvreté, mais accès à un certain niveau de développement, soit pour une classe moyenne qui veut s'enrichir, soit pour des gens qui ne sont pas encore de la classe moyenne et qui aspirent à la classe moyenne. Et donc c'est ce passage-là de changement de classe, d'une certaine manière, et c'est lui qui coûte beaucoup à l'environnement. Et puis, donc la tension, elle est là, avec une nécessité de croissance pour la Chine, un désir de croissance pour la population, et la lutte aussi, la nécessité pour le gouvernement chinois de lutter contre les inégalités sociales. Et lutter contre les inégalités sociales, c'est plus de croissance économique, donc c'est difficilement compatible avec la lutte contre les fléaux environnementaux. Oui, Claude Comtois, donc plus de construction, et donc plus d'utilisation d'énergie, une augmentation de la consommation énergétique par habitant en Chine. Tout à fait. La Chine est devenue un acteur majeur sur les marchés mondiaux de l'énergie. Les actions qui sont entreprises par le gouvernement dans le but d'accroître sa production, moderniser la Chine, requiert énormément d'énergie. La Chine a entrepris d'importantes réformes de certains de ses secteurs énergétiques, notamment le secteur pétrolier. Et il va sans dire que les Chinois sont parfaitement conscients des coûts environnementaux reliés à cette production énergétique. On estime que les coûts environnementaux en Chine affichent des dépenses annuelles d'environ 300 milliards. 300 milliards. Par année, ce qui est énorme. Et sur le plan environnemental, pas nécessairement sur le plan social ou politique, mais sur le plan environnemental, les Chinois sont conscients que leurs actions économiques exercent une pression sur l'environnement
qu'ils devront adresser tôt ou tard. Sinon, ça va devenir extrêmement dispendieux. Stéphanie Ball, on ne peut pas dire que le gouvernement chinois est un gouvernement voyou sur la question du pétrole. Il s'en préoccupe de façon importante. Sur la question de l'environnement en général. Ah oui, non, très nettement. Très nettement, il y a une prise de conscience qui a été sans doute un peu lente, mais très claire. On l'observe à la lecture de discours officiels lors du dernier congrès en 2002 et très progressif. Ça se manifeste aussi par une volonté de lutter contre l'environnement qu'on retrouve dans le plan quinquennal 2006-2010 avec des objectifs affichés qui sont extrêmement ambitieux, qui concernent tout autant la lutte contre la pollution de l'eau que la déforestation, conscient aussi qu'en fait l'environnement, comme disait M. Contois, a un coût, un véritable coût, et que ce coût, si on n'adresse pas cette question-là, en fait, c'est finalement la Chine continue à travailler contre elle-même. C'est-à-dire que cette volonté de croissance, elle va être, j'allais dire, heurtée par les problèmes environnementaux. Et puis, il y a aussi une prise de conscience de la société civile. Alors on va en parler. Mais d'abord, il y a quand même quelque chose qui nous semble contradictoire. Alors, effectivement, le gouvernement chinois est conscient du problème, il en parle, il légifère. Dans la conférence, Stéphanie, que vous avez donnée à l'École d'été sur la Chine, vous avez mis la liste des législations, réglementations sur l'environnement, et c'est assez impressionnant. Mais en même temps, le gouvernement chinois préside au déploiement du plus grand parc de voitures de l'histoire de l'humanité. Je cite vos chiffres. En 1994, il y avait 1 million de voitures. En 2004, il y en a 16 millions. Et l'objectif des constructeurs chinois, c'est 183 millions de voitures d'ici 2030. Ils doivent savoir que ça n'aidera pas au bilan environnemental de la Chine. Oui. Bon, la Chine n'est pas la seule à se trouver face à une contradiction entre croissance et développement durable. Je pense qu'on a exactement, nous, dans les sociétés occidentales développées, et depuis plus longtemps que la Chine, on a à faire face à ce problème-là. Donc, c'est vrai, on est extrêmement clair sur les problèmes de la Chine. Ça nous semble couler de source. Quand les Chinois analysent nos problèmes à nous, ils ont la clarté qu'on n'a pas. Oui. Donc ça aussi, il faut toujours être... C'est important de se regarder un peu en miroir. Non, mais donc c'est évident que... Mais à l'échelle individuelle, demander aujourd'hui à quelqu'un en Chine qui a les moyens de se payer une voiture, de retourner au vélo parce qu'il pollue, c'est assez inacceptable sur le plan social et politique. Oui, alors dites-moi, quelle est l'importance justement de l'acquisition de la voiture pour le citoyen chinois? Mais c'est colossal sur le plan sociologique, parce que ça veut dire que, comme c'est ce que j'expliquais ce matin en cours, il y a peu de choses qui sont strictement de l'ordre du privé en Chine, mais la voiture, ça fait partie de ça. C'est-à-dire quand vous achetez un appartement, vous savez que le sol ne vous appartient pas, qu'il appartient à l'État. La voiture, c'est ça, c'est à soi, c'est le sens de la propriété. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi le sentiment d'une forme de liberté, d'une libération, une libération qui s'exprime par la possibilité de quitter sa ville, de voyager, de traverser la Chine en auto. Et on le voit dans les publicités qui vendent les voitures. Et ces références-là sont exactement les mêmes références que nos publicités sur les voitures en Occident, en fait. Donc là-dessus, expliquer qu'il faut une conduite alternée, qu'il est important de ne pas utiliser son véhicule tous les jours, alors que voilà, c'est la première génération de gens en Chine qui ont accès à la voiture. Et ça signifie aussi, au-delà simplement de l'objet matériel en tant que tel, c'est un changement de statut social. Ce sont des choses qu'on comprend très bien, nous, puisqu'on a vécu la même chose après la guerre, et pendant la période des 30 Glorieuses, c'était la même chose. Je vais rester un peu sur la voiture, parce que vous racontiez aussi que, justement, on ne connaît pas ça parce qu'on n'est pas encore à un niveau de pollution suffisant au Québec pour avoir ça, mais c'est vrai à Paris. Donc, la conduite alternée, on dit, puisqu'il y a trop de voitures dans la grande ville, ceux dont la plaque d'immatriculation va de 1 à 25 ou de 1 à 100, vous ne pourrez pas conduire le lundi, et ainsi de suite, le mardi, mercredi, jeudi. Et donc, en Chine, dans certaines villes, on a essayé d'instaurer ce système. Qu'est-ce qui s'est produit? Alors à Pékin, je peux parler pour Pékin, c'est l'exemple que je connais le mieux. Ce qui s'est produit, des réactions très négatives de la part des citoyens chinois qui étaient propriétaires d'une automobile, qui considéraient que là, il y avait violation de droit de la propriété, qui ont parfois mené des actions contre l'administration chinoise. Des actions comme quoi? Des actions comme demandant au gouvernement de s'expliquer et de sortir des textes de loi qui leur donnaient ce pouvoir, en fait, de ne pas leur donner accès à leur droit de propriété.
Et puis, ou bien certains, et beaucoup en fait, ont enlevé les plaques d'immatriculation des autos. Pour qu'on puisse pas voir si c'était le bon jour en route. Et la répression n'a pas été trop dure. En fait, la réaction a été assez massive, c'est-à-dire que ce n'est pas quelques personnes qui ont décidé de le faire, c'est de très nombreuses personnes. Et donc, la police, c'est en fait l'équivalent de la gendarmerie locale, s'est trouvée un peu démunie face à une situation aussi massive. Et donc, il y a une forme de tolérance, mais en expliquant aussi qu'il fallait que ce soit fait dans la pédagogie, que les choses allaient progressivement rentrer dans l'ordre. Donc, la conduite alternée est une chose qui existe maintenant à Pékin. Il ne reste plus qu'un tout petit groupe de gens qui sont vraiment des fanatiques d'une certaine manière, et qui des résistants et qui refusent cette oukase du gouvernement chinois. Je pense que d'ici quelques années, les choses vont rentrer dans l'ordre et les gens pourront avoir un comportement citoyen par rapport à ça. Claude Comtois, il y a un problème aussi qui a été discuté à Copenhague et encore au dernier G20, c'est celui du financement par l'État du pétrole, qui est vraiment la contre-productive si on veut réduire l'utilisation de pétrole. C'est encore vrai en Chine, en fait. Le pétrole n'est pas à son coût international. De moins en moins. En Chine, ou comme partout ailleurs dans le monde, vous ne pouvez pas opérer sur le marché pétrolier hors des marchés. Ce n'est pas possible. La Chine a entrepris des réformes colossales de son secteur énergétique, notamment le secteur pétrolier. Et la façon d'y faire, c'est grosso modo de transformer les acteurs nationaux en champions internationaux. Donc créer des grandes compagnies pétrolières. Créer des grandes compagnies pétrolières. Ils ont Sinopec, CNPC, PetroChina, etc. Et ces compagnies-là se sont dit, non, si on veut assurer l'approvisionnement de pétrole en Chine, il faut devenir un acteur international, au même titre que les Chevron, Mobil, Exxon et compagnie. Et la Chine a entrepris un processus de regroupement, de fusion de ces entreprises pétrolières. Et on a assisté à une libéralisation des prix. On s'aligne sur les marchés internationaux. Donc, les prix à la pompe? Les prix à la pompe s'alignent sur les marchés. Bon. On ne peut pas faire autrement. Oui, la Chine va s'approvisionner à l'extérieur. Ils ont, avec leurs compagnies, c'est pas la Chine comme telle, c'est davantage les compagnies pétrolières chinoises qui vont créer des sociétés conjointes avec d'autres compagnies internationales, que ce soit européennes ou états-uniennes, qui vont investir dans des champs pétrolifères en Afrique ou au Moyen-Orient. Et ces compagnies sont régulées selon les règles du marché. Vous ne voulez pas penser, vous allez acheter du pétrole et vous allez amener le pétrole en Chine et le vendre à un prix moindre que celui du marché. Ça ne fonctionnerait pas. Et c'est la seule façon d'y arriver. La Chine s'est alignée sur les marchés. Et ce qu'on soupçonne qui va arriver, c'est que la Chine va entreprendre une réforme de ses autres secteurs énergétiques, le charbon, l'hydroélectricité, le gaz naturel, le nucléaire. Et ils vont entreprendre des réformes similaires de façon à mieux s'intégrer à l'économie de marché mondiale au plan énergétique. C'est la seule façon d'y arriver. C'est vrai dans les autres pays du monde. On voit des investissements donc massifs. Stéphanie Ban, vous aviez quelques chiffres sur l'investissement en 2009 dans les énergies nouvelles. Chine, 34 milliards d'investissements. États-Unis, 18 milliards. Et si on compare, et ça c'est très intéressant, seulement sur le solaire et l'éolien, alors deux comparables de presque la même population, la Chine et l'Inde, la Chine a investi 34 milliards sur le solaire et l'éolien, et l'Inde, 2,3 milliards. Je ne suis pas sûr que mes chiffres sont exacts, mais en tout cas, c'est un ordre de différence très, très important. Et ça, c'est comme on dit, comme disait Confucius, c'est du command and control. C'est que l'État central chinois a décidé d'être présent dans ces énergies-là, à tel point qu'ils ont, par exemple, délogé en tant que producteurs de panneaux solaires les Allemands l'an dernier. Donc, les Chinois sont devenus les premiers. Est-ce que ça se voit, ça, dans le paysage chinois? Oui, bien sûr. Dans les villes comme dans les campagnes.
Dans le centre de Pékin, l'objectif, par exemple, dans le centre de Pékin, c'est que de moins en moins de gens, et idéalement plus personne, utilisent du charbon pour se chauffer, par exemple, et que sur le toit des maisons à Pékin, on voit des panneaux solaires. Ça se voit dans les campagnes, c'est absolument massif, bien sûr. C'est absolument donc, si on a une par le vue sur les toits de Pékin, on voit des panneaux solaires, comme on voit des antennes ou des antennes paraboliques. On voit plus de panneaux solaires que d'antennes paraboliques. Ah oui. Les antennes paraboliques étant pas autorisées. Ah, en revanche, dans les campagnes, on voit et on voit les deux. D'accord. Et puis donc, il y a une volonté en fait de créer une croissance à travers, de créer une croissance de ce type-là, c'est-à-dire une croissance verte. C'est un marché qui s'ouvre, c'est un marché dans lequel les Chinois peuvent tout à fait devenir des leaders mondiaux. Et puis, c'est aussi un effet d'économie d'échelle. Ils vont construire beaucoup, on construire de plus en plus, les vendre moins cher. Elles sont en général subventionnées par les municipalités dans les villes et par les villages en Chine. Donc il y a une organisation très efficace, comme quand la Chine décide quelque chose, elle est très efficace, elle a tendance à imposer des choses pour obtenir des résultats qui sont ceux qu'elle souhaite. Donc oui, c'est ce qu'on voit. Et vous disiez qu'il y avait un programme de couverture forestière dont l'objectif est d'augmenter de 20% la couverture forestière. C'est-à-dire que l'un des grands problèmes en Chine, c'est qu'effectivement, il y a un rapport, ce que je disais ce matin un peu en blaguant, c'est le problème de la Chine, c'est l'inverse du problème du Canada. Enfin, c'est pas que, je ne sais pas si le Canada a un problème, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde et très peu de terres arables en Chine. Au Canada, il y a beaucoup de terres et peu de gens. Et donc là, le problème de la déforestation, qui est un problème qui date pas du temps où la Chine a commencé à se développer. C'est-à-dire qu'à la fin de la révolution culturelle, à la fin de la période maoïste, la Chine aussi a hérité d'une géographie et de situations environnementales qui étaient extrêmement négatives, extrêmement néfastes en fait. Donc il a fallu se relever de cette situation-là qui avait détruit l'environnement pendant 30 ans et puis commencer la croissance économique sur un État qui était rentré en très mauvais état. La déforestation étant un exemple fondamental. Claude Comtois, dans votre conférence, vous parliez justement du charbon. Et effectivement, il y a des efforts pour les éoliennes, pour le photovoltaïque, pour le nucléaire, mais de toute façon, le charbon est et continuera à rester la principale source d'approvisionnement électrique et avec un impact environnemental qui n'est pas en train de se réduire. Non, effectivement. Il faut comprendre, comme dit ma collègue, la Chine essaie de diversifier son portefeuille de sources énergétiques. Ils vont tout faire pour y arriver. Et de toute évidence, l'État donne une empreinte politique dans le but de trouver des énergies alternatives renouvelables. Ils le font dans l'éolien, le solaire, marée motrice, etc. Bon, ils le font. Ceci étant dit, il en demeure pour moi une certaine réalité. Il faut répondre à la demande immédiate d'énergie. Et pour ce faire, on va au plus facile, c'est-à-dire le charbon, ne serait-ce que parce que les réserves disponibles en Chine sont colossales. La Chine dispose de réserves pour au moins un siècle. Ah oui. Et ils maîtrisent la technologie. Et il y a des centrales thermiques à peu près partout en Chine. En fait, on rapproche la centrale thermique du lieu où on a besoin d'énergie, que ce soit l'usine, la ville. Ce qui évite d'investir, de façon trop massive dans les lignes de transmission. Alors, il y a des économies à atteindre à ce plan-là. Ceci étant dit, la Chine est parfaitement consciente que certaines de ces centrales thermiques sont obsolètes. Elle est obligée d'enfermer des centrales thermiques alors qu'ils en construisent d'autres par ailleurs, en principe de meilleure technologie. Mais la demande énergétique est telle, ne serait-ce qu'en raison de la modernisation de la Chine, la demande au niveau des logements, des entreprises, des industries, des institutions. Il faut répondre à cette demande-là. Et la Chine va continuer, ne serait-ce que, du moins un horizon à court et moyen terme, de dépendre encore du charbon pour assurer au moins les 2/3 de son approvisionnement énergétique. Alors, on dit qu'une partie de la pollution des villes est due au fait que, malgré la présence donc des panneaux solaires, le chauffage domestique est encore fait avec un charbon de mauvaise qualité. Est-ce que là, il y a une possibilité au moins de hausser la qualité du charbon? Quelle est la problématique? Ça va être assez difficile, à moins de donner un certain poids à l'importation de charbon qui viendrait d'Australie, par exemple, qui serait peut-être moins polluant.
Mais probablement que la réponse va venir davantage d'investir encore massivement dans les énergies alternatives, de trouver de moyens de développer des centrales thermiques propres, c'est-à-dire avec réduction des pertes, s'assurer qu'on a le meilleur apport énergétique pour la quantité de combustible qui est consommé. Donc, ces gains d'intensité-là, ces gains de qualité dans les génératrices électriques à la base de charbon, ce sont même dans les nouvelles usines. Est-ce qu'elles sont au niveau technologique des usines européennes ou américaines? Elles peuvent être au niveau technologique des usines européennes et américaines, sauf que ça reste quand même, c'est une panacée, c'est pas la réponse ultime. On est loin du carboneutre, là. Très, très loin. Ouais. Et ce qui arrive, c'est que les recherches les plus récentes ont commencé à donner ou à accorder un prix aux écosystèmes. Comme ma collègue le mentionnait, l'idée de faire de la reforestation s'inscrit dans cette dynamique à très long terme. Et les Chinois réalisent que les écosystèmes ont un prix, une valeur. Et il va falloir trouver une façon de réduire l'empreinte environnementale provenant des émissions des centrales thermiques. Mais on sait que pour le carbone, il n'y a presque rien à faire. Là. Cette idée du clean coal, avec la captation de CO2, puis de l'entrée dans le sol, etc., c'est pour l'instant presque inexistant et on pense qu'on ne pourra pas le faire à une échelle aussi importante que l'utilisation du charbon. Tout à fait exact. C'est une technologie très attirante. Les Allemands, les Américains ont commencé à travailler sur ce système-là, cette idée de capture de CO2, de réinjecter le CO2 dans les nappes de pétrole qui seraient en déplétion, dans le but de retirer du pétrole. Là, ça serait une situation gagnante-gagnante. Sauf qu'il faut que la centrale en question soit placée là où il y avait des nappes de pétrole qui sont en déplétion, ce qui n'est pas toujours le cas. Juste pour les États-Unis, on parlerait de millions de kilomètres de pipelines pour envoyer le CO2. Absolument. Alors, même les États-Unis hésitent à se lancer, même si on maîtrise assez bien la technologie, ils hésitent à se lancer dans ce programme-là. La politique récente de Obama vise davantage à diversifier le portefeuille énergétique des États-Unis. Et c'est pour ça qu'il va se lancer, par exemple, dans le développement de l'énergie solaire, le développement de l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire. Mais de façon davantage marquée, je pense que ce que les Chinois devraient faire, et ils ont commencé à le faire, c'est de s'assurer de réduire les pertes de la consommation énergétique, de s'assurer d'avoir des centrales d'énergie qui sont plus performantes, de réduire le moyen de réduire la consommation énergétique au niveau des individus. Et ça va être un long processus. Stéphanie Ball, parlons donc des individus et ensuite de la société civile. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une majorité de gens qui ne croient pas que les changements climatiques sont un réel danger. En ce moment, en Chine, est-ce qu'il y a une conscience de ça? Est-ce qu'il y a une opinion publique là-dessus? C'est une question difficile. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'opinion publique sur la question du changement climatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de il y a une prise de conscience des problèmes environnementaux en Chine. Mais il n'y a pas encore de lien qui est fait entre le fait que les problèmes chinois sont des problèmes globaux, en fait. Donc, ce qui existe, c'est une prise de conscience du gouvernement, ça on l'a noté, conscience de certains individus qui, en général, ont été touchés, donc ont été victimes de la pollution. Ils ont aussi du mal à fédérer des mouvements et à institutionnaliser un mouvement au niveau de toute la Chine. Et donc, en fait, c'est vraiment une problématique qui est perçue comme étant une problématique pour l'instant interne. Locale. Locale, à la fois locale, nationale chinoise. Alors, pour plein de raisons. D'abord, parce que la Chine est déjà immense. Donc, c'est vrai que pour un citoyen chinois de sa province, il relie son problème individuel au problème de l'ensemble de la Chine. C'est déjà un grand morceau du monde. Et puis, il y a aussi le fait que, d'une certaine manière, la Chine est relativement autarcique dans une situation d'autarcie par rapport à ces problèmes-là. Du fait que les ONG chinoises ont du mal à être légalisées, à être reconnues, et qu'il y a impossibilité pour les ONG chinoises aujourd'hui, quand elles peuvent être légalisées en Chine, à s'internationaliser et en fait à fédérer un mouvement avec des ONG internationales. Donc je dirais pas qu'il y a une opinion publique sur les problèmes environnementaux globaux. Et un paradoxe que vous aviez évoqué, c'est que d'une part, le Chinois est conscient du problème que lui pose personnellement la pollution atmosphérique, par exemple, mais que par ailleurs, il a l'impression qu'au plan des ressources, la Chine est un énorme pays
dont les ressources ne sont pas limitées. Alors, c'est ce qui est en train de changer. Mais jusqu'à présent, ce qui est très net, c'est que les enquêtes sociologiques, en fait, sur la perception de l'environnement, indiquaient que les citoyens chinois, ils savent qu'ils sont citoyens d'un pays qui est absolument immense, et ils n'ont pas conscience, en fait, du côté fini des ressources énergétiques de la Chine. Souvent, en se disant que s'ils n'ont pas des comportements citoyens, c'est pas très grave, parce qu'un fleuve est pollué, mais il y aura toujours un autre fleuve qui ne le sera pas. C'est ça qui est en train de changer, en fait. Et donc, à travers les problèmes environnementaux, les citoyens chinois commencent à comprendre et à être conscients qu'ils sont aussi citoyens du monde. Et sur la question de la pollution atmosphérique, vous aviez une statistique disant que le tiers des urbains consomment à leur corps défendant l'équivalent dans les très grandes villes. Oui. Dans les très grandes villes de 3 paquets de cigarettes. C'est déjà beaucoup. Hein. Par jour. Par jour. Ça, c'est sans compter ceux qui fument 3 paquets de cigarettes par jour, ce qui est encore considérable, non? Ce qui est vrai, c'est que parmi les villes les plus polluées dans le monde, si on en prend les 20 les plus polluées, les chiffres de l'an dernier indiquaient qu'il y avait 16 des 20 villes les plus polluées dans le monde qui se trouvaient en Chine, même s'il y a une petite modification dans les années qui viennent, ça reste absolument considérable. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que parmi ces grandes villes-là, c'est quand même concentré dans certaines provinces chinoises. Donc on a des citoyens en Chine qui sont exposés à des taux de pollution qui sont sans commune mesure avec ce que l'OMS accepterait comme étant juste normal. Claude Comtois, au niveau de la ressource, on se dit, bon, alors, posons l'hypothèse que la Chine va continuer à croître à 7, 8 ou 9% par année. Ça fait déjà une dizaine d'années, alors pourquoi ils ont même réussi à traverser la crise mondiale? Il y aura un moment où ils auront de la difficulté d'approvisionnement sur le pétrole, mais en fait, d'après ce que vous nous dites sur la disponibilité du charbon, à la fin, ils pourront toujours retomber sur le charbon. Donc, il n'y a pas de limite, même à moyen terme, à la consommation d'énergie en Chine pour porter cette croissance-là? Il y aura des limites. Les puits de charbon en Chine ne sont pas inépuisables. Tôt ou tard, ils seront confrontés à trouver des énergies qui sont renouvelables. Oui, même s'ils ont un taux de croissance annuel moyen de 8 ou 10%, il y a un coût énergétique à cette croissance-là. Et les Chinois ont déjà commencé à le réaliser. Ils ont commencé à développer la perspective ou l'idée d'un PNB vert. Bon, l'idée était bonne. Ça n'a pas été vraiment réussi, ne serait-ce que parce que l'état de droit, surtout en termes de comptabilité, de responsabilité, de reddition de comptes, c'est pas encore mature. Mais l'idée était bonne. Alors, ils sont parfaitement conscients que s'ils ne trouvent pas une solution à leur approvisionnement énergétique dans une perspective de développement durable, ça va affecter leur taux de croissance. Ils n'auront pas des taux de croissance de 8 à 10%. D'autant plus qu'ils ont commencé à mesurer leur empreinte environnementale. Et on le voit dans certains secteurs. Ils ont commencé à établir une tarification à l'eau. Ne serait-ce que par certaines nappes phréatiques commencent à être épuisées. Une tarification aux industries ou aux citoyens? D'abord aux industries, certains citoyens. Et là, on s'aperçoit que là, les citoyens disent, oui, mais d'où ça vient cette facture-là? Ils disent, oui, mais vous avez pollué l'eau. Et là, je reviens à ce que ma collègue disait, c'est que là, les Chinois réalisent, il y a un coût environnemental à cette croissance-là. Et certaines compagnies qui veulent s'installer en Chine, on parle des problèmes énergétiques, mais ça touche pas juste l'énergie, ça touche tous les aspects environnementaux en termes d'occupation d'espace. On ne peut pas commencer à exproprier les gens pour avoir une nouvelle usine. Et lorsque les usines arrivent, les Chinois ils vont les accueillir. Oui, mais il y a des questions qui se posent. D'où va venir l'eau? D'où va venir l'électricité? Est-ce que j'ai l'espace disponible? Est-ce que j'ai des voies d'accès? Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a des coûts environnementaux qui ne sont pas juste énergétiques, très généraux. Et ce qui arrive, on a commencé à voir, c'est que certaines industries qui sont en Chine commencent à se délocaliser ailleurs en Asie du Sud-Est. Là où les ressources sont plus facilement disponibles. Où les gouvernements peut-être plus laxistes. Ah oui. Et là, on dit non, et les Chinois sont parfaitement conscients des coûts qui sont reliés à cette croissance-là. Et il y a des mouvements en Chine qui disent non, on ne peut pas maintenir la croissance sans qu'il y ait des impacts économiques négatifs ailleurs, que ce soit sur la santé publique, que ce soit sur l'environnement, la gestion des villes. Et on en parlait tout à l'heure des automobiles. Et ce que ma collègue disait sur la croissance, la motorisation en Chine dans les villes est tout à fait exact. Mais ce qu'il faut penser, c'est que les Chinois commettent les erreurs que nous, on a faites dans les années 60.
Et il faut penser qu'ils mettent en place des villes pour l'automobile, alors que nous, on est en train de faire le chemin inverse. Alors, ils vont être confrontés à des problèmes que nous, on vit maintenant, d'environ 30 ans. Ça va être très intéressant à surveiller. Stéphanie Ball, Claude Comtois parle de tarification pour l'eau, mais vous nous dites aussi qu'il y a un projet de taxe carbone qui est en élaboration. Oui, un projet de taxe carbone qui est en un état d'élaboration, parce que ça fait vraiment débat, comme ça fait débat beaucoup chez nous et en France en particulier. L'idée actuellement, dans la lecture du projet, c'est de mettre en place une taxe carbone en 2012-2013. En fait, ce projet-là fait complètement suite à un des principes fondamentaux de la législation environnementale en Chine, qui est celui du principe du pollueur-payeur. Donc c'est une continuité de ça, mais transformée. L'idée aussi étant de responsabiliser les entreprises, y compris les entreprises nationales, dans les provinces chinoises reculées qui sont loin du centre et qui ont aussi tendance aussi à pas répondre aux injonctions du centre. Et puis l'idée étant de redistribuer l'argent qui serait récupéré par les pollueurs-payeurs et de redistribuer à des provinces qui sont, elles, extrêmement touchées par la pollution. Donc, c'est le projet en cours. Merci beaucoup de nous avoir fait ce tour de l'environnement chinois. Plaisir. Et Merci. on écoute, grâce à vous, Take 5 de Dave Brubeck. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Ici Jean-François Lisée, comme nous le faisons assez régulièrement avec mon collègue Karim Beniaklef. Merci d'être là, Karim. Bonjour Jean-François. Nous allons discuter de nos lectures récentes. Karim, vous qui vous intéressez aux questions françaises, de politique française, entre autres choses, avez lu pour nous Le dernier mort de Mitterrand de Raphaël Baquet. De quoi s'agit-il? Eh bien, le 7 avril 1994, un an donc avant que François Mitterrand ne quitte le pouvoir après ses 2 septennats de donc 14 ans de pouvoir, François de Grossouvre, qui était un ami et un conseiller de François Mitterrand, et un de ses plus vieux amis politiques, se suicide dans son bureau du palais de l'Élysée. Oui, ça fait grand bruit d'ailleurs. Grand bruit, je crois que c'était d'ailleurs une des premières fois qu'un conseiller politique se suicidait sur les lieux du pouvoir, avec son propre revolver. Il régnait déjà à l'Élysée une atmosphère crépusculaire, puisqu'on savait à ce moment-là que François Mitterrand était très malade. Ses derniers conseillers le quittaient tout doucement pour essayer de se placer ailleurs. Et évidemment, ce suicide n'a pas facilité la fin de la présidence Mitterrand. Mitterrand était donc très malade, mais il était assoiffé de vie. Vous vous rappelez que dans une émission précédente, on avait évoqué notamment ses conversations avec Édouard Balladur, où Balladur avait remarqué qu'il était effectivement encore très malade, mais très épris de la vie. Et on se souviendra aussi que 2 ou 3 ans auparavant, son ancien Premier ministre, Pierre Bérégovoy, s'est aussi suicidé. S'est aussi suicidé parce qu'il était impliqué dans une affaire de don, de prêt d'un immeuble, par un ami de Mitterrand, Patrice Pelat, effectivement. Donc tout ça ouvrait une lumière sur l'aspect un peu glauque des amitiés de Mitterrand, Grossouvre, Bérégovoy. Est-ce qu'il n'y avait pas là? Effectivement, François Mitterrand, un homme politique à une telle longévité, il ne pouvait pas autrement qu'avoir certains squelettes dans le placard, comme il est convenu de dire. Alors Raphaël Baquet a enquêté sur ce dernier mort de Mitterrand. Raphaël Baquet, journaliste au Monde, elle est journaliste politique, et elle nous convie ici à un véritable... C'est un récit, mais enfin fondé évidemment sur des témoignages, etc. Ce n'est pas un roman, mais un récit politico-historique, qui relève du véritable roman balzacien. On a l'impression de lire un roman de Balzac quand vous lisez cette affaire. De Grossouvre, qui est-il? François de Grossouvre, c'est un riche industriel lyonnais, un homme plutôt de droite. Raphaël Baquet le qualifie même d'aristocrate maurassien, un homme de réseau. Maurassien qui est un leader de droite. D'extrême droite avant-guerre, Charles Maurras, c'est ça. Un homme de réseau, donc en principe aux antipodes de Mitterrand, mais ses affaires marchent très bien, monsieur de Grossouvre, et il s'ennuie. À la fin des années 50, il rencontre lors d'un dîner François Mitterrand. François Mitterrand qui était un peu en disgrâce,
l'affaire de l'Observatoire, cet attentat raté sur sa vie qu'il aurait apparemment monté, évidemment, avait fait en sorte qu'il avait perdu beaucoup de crédit auprès de la classe politique en général. Mais lors de ce dîner, c'était un véritable coup de foudre. Françoise Giroud, qui avait assisté au dîner, avait parlé d'un coup de foudre entre deux hommes, un coup de foudre platonique comme il peut en exister. Et depuis ce dîner, donc fin 60, début 60, peu importe, De Grossouvre accompagne Mitterrand dans toutes ses activités. Et il finance les activités politiques de François Mitterrand. Il devient son ami et son mécène. Son ami, son mécène, son organisateur aussi en quelque sorte. Il s'occupe aussi, si l'on peut dire, de la vie privée du citoyen Mitterrand, puisque le citoyen Mitterrand, nous le savons maintenant, avait une double vie, n'est-ce pas? Il était avec Anne Pinjot, il avait une fille qui s'appelait Mazarine, c'était une vie secrète, et le parrain de Mazarine n'était nul autre que François de Grossouvre. Et François de Grossouvre lui-même héberge dans son château de Lusigny, dans les environs de Lyon, Anne Pinjot et sa fille, pour évidemment les soustraire au regard public et particulièrement au regard des journalistes. Les conseillers politiques, les autres conseillers politiques de Mitterrand, quand il a pris le pouvoir en 1981, étaient très étonnés. On ne savait pas trop comment saisir cet homme, mais on l'avait baptisé, François de Grossouvre, le ministre de la vie privée de François Mitterrand. D'accord. Il n'intervenait pas dans les débats politiques? Jamais. Il était plutôt l'accompagnateur privé. Il était l'accompagnateur privé, il était l'homme des réseaux, et son titre officiel était conseiller à l'Élysée. Il avait un bureau très proche de celui du président. C'était aussi, encore vieil archaïsme monarchique typiquement français, il était président du comité des chasses présidentielles. Ah, voilà. Puisqu'il existe certains châteaux en France, je pense à Marly, Rambouillet, Chambord, qui sont des lieux de chasse, et il était aussi l'organisateur des grandes chasses. Alors, Mitterrand détestait la chasse, mais François de Grossouvre était lui-même un chasseur. Il avait beaucoup d'armes, etc. Alors, il était dans son élément, et alors, les chasses, apparemment, de Grossouvre étaient des chasses les plus courues. Fastueuses. Qui y retrouvait-on? On y retrouvait Omar Bongo, on y retrouvait les Dassault, on y retrouvait la fine fleur, des armateurs, des avions de chasse. Des avions de chasse, alors des armateurs, mais aussi des vendeurs d'armes, des Hassan II, enfin quelques dictateurs aussi, pourquoi pas. Les affaires s'y brassaient de manière très importante. Et Mitterrand détestait la chasse, mais il adorait tout ce qui se disait dans ces chasses. Voilà. Et François de Grossouvre lui répétait tout, évidemment, et il disait, vous savez, Président, ces chasses, comme pour Louis XIV, contribuent à votre prestige. Alors, est-ce que Raphaël Baquet met un peu de lumière sur les raisons du suicide? Alors, les raisons du suicide, en fait, c'est un désamour, tout simplement. Un amour déçu. François de Grossouvre, donc, s'investit beaucoup. C'était un homme de réseau. Il était fasciné un peu par les services secrets. Il s'est donc occupé beaucoup des services secrets de la DGSE, qui se crée justement sous le premier septennat de Mitterrand. DGSE étant la direction générale du service extérieur ou de la sécurité extérieure, quelque chose comme ça. Ce sont les services secrets français, en fait. Il s'occupait de cela. Il était aussi l'homme des réseaux en Afrique. Il a remplacé le fameux Jacques Foccart, qui était l'homme des réseaux africains du général de Gaulle. Et donc, il était l'homme de l'ombre, des arrangements. Il n'était pas ministre en titre, il n'avait pas à répondre aux journalistes, il était dans l'ombre en quelque sorte. Mais petit à petit, Mitterrand et ses collaborateurs ont commencé à trouver qu'il en menait un peu large et puis qu'il n'était pas forcément d'une très grande rigueur. Pourrions-nous dire qu'il était un peu dilettante? Sans doute. C'était un homme qui a aux multiples intérêts, aux multiples réseaux, mais il n'était pas forcément un spécialiste de l'intelligence. Il ne faisait pas le suivi. Il ne faisait pas toujours le suivi. Alors, il a été petit à petit écarté, tout doucement, mais Mitterrand, comme dit Raphaël Baquet, ne rompt jamais. Il laisse la relation s'étioler. Il faut dire aussi que François de Grossouvre en savait beaucoup. Oui. Et donc, finalement, c'est un peu cette raison pour laquelle il s'est suicidé, c'est que Mitterrand, il y a eu des heurts très, très sévères entre eux, surtout dans le deuxième septennat, évidemment, et ils ne se parlaient plus beaucoup, mais Mitterrand lui permettait de conserver son bureau tout de même à l'Élysée. Donc c'est une peine d'amitié. D'amitié, amour, à un moment donné, d'amour platonique évidemment, mais je veux dire, ça a été tellement loin. De Grossouvre également avait une maison de fonction au Quai Branly, un appartement de fonction qui évidemment appartenait à la République, et la famille de Pinjot y habitait. Mais c'était vraiment le ministre de la vie privée. D'ailleurs, même François Mitterrand avait une phrase que Raphaël Baquet cite, qui est assez d'ailleurs amusante. Il disait très souvent à de Grossouvre, à la cantonade, devant tout le monde, il disait « Le sel de nos vies, François, ce sont nos secrets ».
Et évidemment, chacun avait sa part de secret, l'un avec sa vie privée, les deux avaient des maîtresses de toute façon, mais aussi avec toutes ces affaires un petit peu de vente d'armes, de contacts africains, etc. Alors c'était un personnage assez intéressant. Et vous recommandez, ça se lit bien, c'est intéressant, on ça se lit apprend très des bien, choses. on apprend beaucoup de choses justement sur cette époque et aussi surtout sur cet homme. Et on apprend aussi beaucoup finalement un peu sur Mitterrand indirectement, puisqu'on voit bien quel type d'homme il était auprès de ses proches. Et le peuple de gauche aurait été scandalisé de savoir ces choses à cette époque. Je pense particulièrement aux chasses présidentielles. Le dernier mort de Mitterrand par Raphaël Baquet. Alors moi, de mon côté, je me suis plongé dans la banque et la finance. Un sujet que vous aimez beaucoup. Ah, j'adore, mais c'est parce que je veux comprendre. Très bien. Alors d'abord, cet essai d'Éric Laurent, qui est le journaliste d'enquête français, qui fait des récits, des enquêtes sur des phénomènes d'actualité, les Bush, le 11 septembre, etc., la face cachée des banques. Alors ça, c'est un livre que je recommande à ceux qui n'ont pas le temps et ne veulent pas lire les nombreux excellents livres anglophones qui ont été publiés sur la crise financière, dont un dont vous nous aviez parlé récemment. Too Big to Fail. Too Big to Fail. Alors, Éric Laurent fait une excellente synthèse des raisons de la déconfiture financière, de la mesquinerie, de l'appât du gain, de la dérive, à la fois dans les milieux financiers américains, français aussi. Il ouvre un chapitre sur la France et il parle longuement des liens entre les financiers et Obama, ce qui a probablement inhibé l'action d'Obama sur la crise lorsqu'il a pris le pouvoir. Bon, quelque chose de plus pointu, de Nouriel Roubini et Stephen Min. Alors, Nouriel Roubini, c'est l'économiste américain qui avait prévu la crise. C'est lui qui avait dit ça ne peut pas durer, ces produits toxiques, cette bulle immobilière. Alors, le livre existe en français sous le titre Économie de crise, une introduction à la finance du futur, et en anglais Crisis Economics. Alors, ce qu'il nous raconte là-dedans, c'est d'abord l'évolution du système financier de cet appareil qui aidait l'économie réelle, et sa transformation en un appareil qui s'emballe et qui cède lui-même jusqu'à la crise. Et ensuite, donc, les causes de la crise, comment ça a fonctionné. Il y a un bout très intéressant parce que c'est un débat récurrent à savoir, mais est-ce qu'on aurait dû laisser les banques s'écraser, faire faillite et ensuite que seulement les bonnes banques remontent la courbe? Et il dit non, le problème avec laisser les banques s'effondrer, ça aurait été que beaucoup d'entreprises solvables à cause de leur interrelation auraient aussi fait faillite et donc auraient été des victimes collatérales, mais de façon massive. Donc, c'était pas une option. C'est intéressant son argument là-dessus. Et ensuite, il explique l'ensemble des mesures qui ont été prises pour essayer d'empêcher, et lui, il est de ceux qui croient qu'on a vraiment été au seuil d'une grande dépression et que l'action du gouvernement américain et du G20 a fait en sorte qu'on ne tombe pas dans cette grande dépression. Et il nous explique où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que fait la Banque fédérale américaine avec son fameux quantitative easing, c'est-à-dire d'imprimer des billets, d'acheter pour 600 milliards de bons du Trésor, comment ça fonctionne et les limites, évidemment, de cette organisation. Et il termine en disant les réformes qu'on a apportées jusqu'à maintenant au système financier après la crise ne sont pas de nature à empêcher une autre crise. Il faut aller beaucoup plus loin. Alors, donc, ceux qui veulent savoir d'où on vient et avec un petit peu de côté des scandales et des personnalités, donc Éric Laurent fait une bonne synthèse de ça. Et ensuite, Nouriel Roubini nous amène plus loin avec son collègue Stephen Min et nous explique les mécanismes. Ça prend un peu plus de café pour les Roubini que Laurent, mais c'est un bon forfait économique, tous les deux. Alors, pour conclure ces problèmes donc, de suicide personnel, de désamour et de suicide économique des finances, c'est le thème s'impose, non? Bien, moi, j'avais une chanson d'amour en tête, Que serait-ce sans toi de Jean Ferrat pour l'idylle entre François de Grossouvre et François Mitterrand. Que serais-je sans toi, oui, pourquoi pas. Que serais-je sans toi, mais en même temps, il a cette fameuse chanson des Négresses Vertes sur le suicide, qui pourrait peut-être effectivement s'appliquer aux trois livres, si je puis dire. Voilà, eh bien, on écoute donc les Négresses Vertes nous parler du suicide. Un soir d'avril devant sa télé, Maria désemparée ouvre sa fenêtre en pleurant et s'envole pour le néant. Un diablotin ne mange pas de pain, finit le temps du suicide en blanc, d'overdose de médicaments. Elle a trop gêné, révolue, les médecins ils n'en veulent plus. Quant à mourir à petit feu, oui ça devient bien trop dangereux. Hey,
Voilà, c'était Planétaire pour cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Si vous voulez la revoir, cette émission ou d'autres émissions précédentes, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca avec les liens vers les livres, la biographie des personnes interrogées et également leurs choix musicaux. Vous trouverez sur le site également les annonces de nos activités à venir. Vous y êtes cordialement invités. J'aimerais remercier l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognan Guerguieff et Charlène Ricard. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.